Comme les militaires menaçaient trop, nous avions organisé un camp pour garder la population. Les militaires ont surpris cette population-là et avec l'armée française, ils ont ouvert le feu. Ils ont décimé cette population et il y avait un seul survivant. Les fils de sauf qu'il peut. Et c'est comme ça que les corps tombaient. Je ne marchais pas encore comme maintenant. J'ai piétiné. Les cadavres comme ça. Les mitrailleuses, vous voyez même, ça coupait les ailes. La France continue à nier officiellement. François Fillon est allé à Yaoundé en 2009 et a dit « Tout ce que vous racontez, ce sont de pures inventions ». Pourquoi est-ce qu'ils nient? Parce qu'ils en ont honte, parce que c'est pas très glorieux d'avoir fait une guerre à un parti qui était l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qui réclamait seulement l'indépendance, qui réclamait seulement la démocratie. Et c'est pour empêcher ça que la France a mené une guerre avec ses alliés camerounais de l'époque face à ce parti-là. Et il y a eu des atrocités, il y a eu des bombardements, il y a eu des tortures. On connaît à peu près le bilan de cette guerre? C'est difficile à chiffrer, les estimations qu'on a tournent autour de 100 000 morts, mais ce sont des estimations qui viennent souvent de sources françaises, donc peut-être minimisées, et on peut penser qu'il y en a eu plus que ça. C'est assez difficile à dire. Nous, on ne s'est pas vraiment axé sur le bilan chiffré, on essaie de montrer les mécanismes qui ont conduit à cette guerre et qui ont conduit à la confiscation de l'indépendance. Contrairement à ce que certains voudraient faire croire, la colonisation ne s'est pas déroulée comme l'entrée d'un couteau dans du beurre. Les Africains n'étaient pas des lâches. Nombreux sont ceux qui ont combattu avec courage contre la domination coloniale, souvent au prix de leur vie. Ces résistants ont donné naissance à de véritables guerres, et l'une des plus meurtrières en Afrique reste la guerre du Cameroun. Plus de 200 000 personnes ont péri, victimes des actes effroyables de l'armée coloniale française. Cette guerre, d'une importance capitale, devrait être connue de tous les Camerounais, et plus largement de tous les Africains. Pourtant, elle reste très peu documentée. On pourrait même dire qu'elle est sciemment placée sous le sceau du secret. Et c'est vraiment dommage car connaître son passé est essentiel pour comprendre son présent et mieux envisager son futur. Quand on regarde la relation actuelle entre le Cameroun et la France, il y a de quoi être troublé. On a l'impression qu'un crime de cette ampleur n'a jamais existé, comme si plus de 200 000 personnes étaient mortes pour rien du tout. Cette guerre, appelée guerre du Cameroun, guerre d'indépendance ou encore guerre de l'UPC, a duré plus de 15 ans. Elle a opposé les nationalistes camerounais dirigés par l'UPC à l'armée coloniale française, puis au gouvernement post-indépendance soutenu par Paris. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment le gouvernement colonial français a injustement dissous un parti politique nationaliste, comment des Camerounais ont risqué leur vie en prenant les armes face à des forces bien supérieures. Et surtout, comment la France a méthodiquement éliminé les leaders de ce mouvement tout en bombardant des régions entières du Cameroun. Sans plus tarder, la guerre du Cameroun, c'est maintenant. Comme le Togo, le Cameroun a une histoire particulière marquée par 3 colonisations, allemande, française et britannique. Les Allemands arrivent après les Portugais, mais ce sont eux qui instaurent la première colonisation officielle. Celle-ci dure 32 ans, de 1884 à 1916, et provoque d'énormes dégâts. Les Baka, par exemple, sont régulièrement traqués et étudiés comme des animaux. Certains sont même transportés en Allemagne pour être exposés dans des zoos humains ou lors d'expositions coloniales. Les Allemands n'hésitent pas non plus à réprimer violemment les premières résistances nationalistes camerounaises. Des figures comme Martin Paul Samba et Douala Mangabel, qui s'opposent à l'ordre colonial, sont exécutés. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Pendant le conflit, la France et la Grande-Bretagne envahissent le Cameroun, battent les Allemands et les chassent du territoire en 1916. 3 ans plus tard, en 1919, soit 1 an après la fin de la guerre, le Cameroun est placé sous mandat de la Société des Nations. Le territoire est alors divisé. La partie orientale est administrée par la France et la partie occidentale par la Grande-Bretagne. Les entreprises françaises et britanniques s'implantent rapidement pour exploiter les ressources naturelles. Dans de nombreuses régions, les Camerounais sont contraints aux travaux forcés au profit de ces compagnies. Pourtant,
Des voix s'élèvent de plus en plus contre cette exploitation, tant au Cameroun que dans la métropole. En France, par exemple, des membres du Parti communiste français PCF dénoncent la colonisation. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Les Camerounais, enrôlés de force dans les bataillons des tirailleurs sénégalais, combattent pour la France. À la fin du conflit en 1945, beaucoup périssent au front, tandis que les survivants, bien que chanceux, ne reçoivent même pas les primes promises pour leur participation. Toutefois, cette guerre marque un tournant. Les Camerounais commencent à voir l'Europe différemment. Ils découvrent une Europe affaiblie, dévastée et surtout dépendante de ses colonies pour se reconstruire. C'est dans ce contexte que Rouben Oum-Niobé et ses camarades, à travers des syndicats comme l'Union des syndicats confédérés du Cameroun USCC, entament des revendications pacifiques pour la réunification des deux Camerouns et l'indépendance du pays. En 1945, ces mouvements de contestation prennent de l'ampleur, notamment avec la grève des cheminots de Douala, menée sous l'impulsion des leaders syndicaux comme Rouben Oum-Niobé. Face à ces grèves, l'administration coloniale réagit brutalement. L'armée est envoyée pour réprimer les manifestants. Des camions militaires équipés de mitrailleuses ouvrent le feu, faisant une cinquantaine de morts et une centaine de blessés. Rouben Oum-Niobé, bien qu'étroitement surveillé, parvient à échapper à cette répression sanglante. En 1946, un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France, désireuse de calmer les premières voix nationalistes africaines, autorise la création de partis politiques en Afrique. Rapidement, un parti devient extrêmement populaire, le Rassemblement démocratique africain RDA, un mouvement panafricain fondé en 1946 par des Africains visant à revendiquer pacifiquement et politiquement l'indépendance des colonies. Rouben Oum-Niobé, figure emblématique du nationalisme camerounais, participe à la création du RDA à Bamako aux côtés de son ami Léopold Moumé Etia. Il rejoint le RDA et s'intègre à son aile radicale qui milite réellement pour une indépendance immédiate. Rouben est même élu vice-président du parti, présidé alors par Félix Houphouët-Boigny. Cependant, la rapide expansion du RDA et la diffusion du nationalisme africain qui l'inspire inquiètent l'administration coloniale française qui commence à percevoir ses dirigeants comme des menaces. Bien que puissant et influent à l'échelle continentale, le RDA reste limité dans son impact local. Cela conduit à la création de partis nationalistes à l'échelle des colonies, qui s'affilient au RDA. Ainsi, en 1948 au Cameroun, naît l'Union des populations du Cameroun, UPC. Parmi ses fondateurs figurent Léopold Moumé Etia, Jacques Ngom, Charles Assalé, Guillaume Hont, Joseph Raymond Etundi, Georges Yemi, Théodore Ngosso, Guillaume Bagal, Léonard Bouli, Emmanuel Yap, Jacques-René Bidoum, Manga Mado et Rouben Oum-Niobé. L'UPC acquiert rapidement une influence majeure dans le pays. Ses membres sillonnent le Cameroun pour éveiller les consciences, promouvoir l'esprit nationaliste, combattre le tribalisme et prôner la solidarité dans la lutte pour l'indépendance. Le parti organise même des grèves et devient ainsi la formation nationaliste la plus puissante des colonies francophones. Mais ce succès inquiète les colons qui répriment violemment ses membres. Face à cette répression, une nouvelle génération de leaders émerge, donnant un nouveau visage à l'UPC. Parmi eux, au sein des Afana, Abel Kingé, Félix Roland Momier, Ernest Wandier et Rouben Oum-Niobé, qui en devient le chef après le retrait de Léopold Moumé Etia. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. En 1952, Rouben Oum-Niobé se rend aux États-Unis pour plaider la cause camerounaise devant la 4e commission de tutelle de l'Assemblée générale de l'ONU. Il réclame la réunification immédiate des deux Camerouns et exige la fixation d'une date pour leur indépendance. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. En 1954,
2 ans après le passage de Robben Om-Niobé à l'ONU, Roland Pré, alors haut commissaire français au Cameroun, prend la décision ferme d'éradiquer l'UPC. Afin de faciliter la surveillance et d'intensifier la pression judiciaire sur ses dirigeants, ces derniers sont regroupés à Douala. Abel King, vice-président de l'UPC, est poursuivi pour outrage à magistrat. Pierre Penda, membre du comité directeur, fait l'objet de 5 plaintes successives. Félix Moumier est accusé de diffamation et injure et Robben Om-Niobé est condamné pour dénonciation calomnieuse. Roland Pré procède également à une purge au sein de l'appareil judiciaire, renvoyant en France les magistrats jugés trop indulgents envers l'UPC. Parallèlement, les forces de l'ordre et les organisations camerounaises alliées à l'administration coloniale, notamment le Rassemblement des populations du Cameroun RPC, sont mobilisées pour empêcher les réunions et discours publics de l'UPC. La surveillance s'intensifie. Les correspondances privées des militants sont systématiquement contrôlées et leurs domiciles fréquemment perquisitionnés. Cependant, entre le 20 et le 30 mai 1955, une série d'affrontements éclate. Les militants de l'UPC, organisés en groupe, affrontent leurs adversaires politiques locaux soutenus par l'administration coloniale française ainsi que par les forces de l'ordre. Ces événements marquent l'irruption de la violence dans la vie politique camerounaise et marquent le début de la guerre du Cameroun, un conflit qui durera près de 16 ans et fera plus de 200 000 morts. Le 13 juillet 1955, un décret colonial dissout officiellement mais injustement l'UPC. De nombreux militants sont arrêtés et d'autres sont assassinés. Contraint à la clandestinité, le parti finit par opter pour la lutte armée. Sous la supervision de Pierre Mesmer, le nouveau haut commissaire au Cameroun, une répression massive s'abat sur les membres de l'UPC. Traumatisé par la défaite française en Indochine, Mesmer semble animé par un seul objectif: exterminer tous les membres de l'UPC. Courte annonce. Vous êtes en Afrique et souhaitez poursuivre vos études en Allemagne? Je vous présente Lösung to Germany. Il simplifie énormément votre voyage. Il vous aide à trouver un logement adapté à vos besoins, à créer un compte bancaire allemand pour votre dépôt de caution, à obtenir une préinscription dans une université allemande, à rechercher un garant pour votre prise en charge, si nécessaire, à vous préparer pour l'interview à l'ambassade et à répondre à toutes vos questions concernant la procédure. À partir des contacts qui s'affichent à l'écran, contactez Lösung to Germany pour simplifier votre procédure. Nous avions tous, surtout ceux qui avaient été en Indochine, réfléchi au dispositif et nous en savions beaucoup. Mesmer appelle en renfort les troupes des colonies voisines. Le territoire est quadrillé. C'est le début de la guerre sur les 2 fronts, militaire et psychologique. Constitution de milices locales, propagande. Tout individu trouvé en dehors des camps est considéré comme rebelle et abattu sur le champ. On rassemble les petits villages en gros villages que l'on peut contrôler. Et deuxièmement, on fait circuler de petites patrouilles pour courir après les petits groupes d'Om-Niobé. Om-Niobé faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. À partir de ce moment-là? Oui. L'armée française mène alors de véritables opérations de guerre dans les régions Bassa et Bamileke. Des milliers de Camerounais sont rassemblés de force, mitraillés et bombardés depuis des hélicoptères. Les nationalistes et de milliers d'innocents subissent également des bombardements au napalm sur leur zone de repli. Ce n'est pas seulement des rumeurs. Le napalm a été utilisé au Cameroun. Le napalm a été utilisé au Cameroun, même s'il y a certains démentis pour la forme. M. Mesmer ne pourra pas faire un démenti sérieux à ce sujet. Donc vous avez entendu parler de napalm? Oui. C'est pas important.
Après les massacres, les têtes des combattants indépendantistes tués sont coupées et exposées dans les villages et camps de regroupement pour intimider les populations. Face à une telle violence, l'UPC résiste tant bien que mal. Armés de simples machettes, gourdes, arcs et flèches, les combattants se regroupent en petites unités de 50 à 200 hommes pour tenter de tenir tête à l'armée coloniale. Comme les militaires menaçaient trop, nous avions organisé un camp pour garder la population. Les militaires ont surpris cette population-là et avec l'armée française, ils ont ouvert le feu. Ils ont décimé cette population et il y avait un seul survivant. Pour empêcher la propagation du mouvement de contestation, les populations Bassa et Bamileke vivant en ville sont déportées vers des camps situés le long des principaux axes routiers. Le général Lamberton, responsable des forces françaises, ordonne la destruction systématique de toutes les habitations situées en dehors des zones de regroupement, ainsi que le saccage des cultures environnantes. Les déportés sont ensuite soumis aux travaux forcés, notamment au profit de la société française de Razel, spécialisée aujourd'hui dans la construction de routes en Afrique. Le regroupement des populations dans des zones spécifiques permet à l'administration coloniale de créer ailleurs des zones interdites. Toute présence humaine dans ces zones est strictement interdite et les personnes qui y sont découvertes sont immédiatement considérées comme des nationalistes et sont exécutées. Ces zones sont totalement privées de ressources. Les cultures y sont systématiquement détruites, les points d'eau contaminés et le bétail abattu. Au fil des mois, les troupes françaises, composées de soldats camerounais, de recrues issus des colonies africaines et de quelques officiers français notoirement racistes, accentuent leur pression. Elles prennent rapidement l'avantage. Isolées des populations qui sont désormais sous surveillance stricte, les nationalistes se retrouvent dans une précarité extrême. Ils souffrent de la faim en raison de la destruction des champs et des sources d'eau et manquent cruellement de médicaments, de vêtements et d'équipements. Le recrutement devient également de plus en plus difficile et certains combattants commencent même à mourir de faim. En 1958, Amadou Ahidjo, récemment nommé Premier ministre par la France, entre en contact avec Robben Oum-Niobé par l'intermédiaire de l'archevêque de Douala, Thomas Mongo. Cependant, Oum-Niobé reste ferme et déclare que la seule condition pour mettre fin à la révolte est la réunification des deux Cameroun et l'indépendance totale du pays. Cette réponse irrite profondément Ahidjo et ses maîtres français. La même année à Batchenga, Amadou Ahidjo organise une réunion avec Moussa Yaya Saki Fada et Charles Okala. Ensemble, avec l'aval des autorités françaises, ils décident de procéder à l'élimination physique de Robben Oum-Niobé, comptant bien sûr sur le soutien infaillible de l'armée française. Après de longs mois de traque, marqués par l'arrestation ou l'exécution des partisans d'Oum-Niobé, l'armée française parvient finalement à le localiser grâce à la trahison d'un compatriote camerounais. Le 13 septembre 1958, alors qu'il tente de traverser un tronc d'arbre pour échapper aux soldats français, Robben Oum-Niobé est abattu froidement de 3 balles dans le dos. Il s'éteint à l'âge de 45 ans. Son cadavre est ensuite traîné dans la boue sur une distance d'une dizaine de kilomètres dans une ultime démonstration d'humiliation. Il a été abattu de dos, il a été tué lui sur le coup. Il n'y a eu ni sommation ni volonté de l'arrêter vivant. Il faut préciser qu'il n'était pas armé. Personne dans ce groupe n'était armé. Personne dans le maquis de Oum n'était armé. Ils l'ont traîné après sur plusieurs kilomètres jusqu'au village d'abord de Boumiébel, où ils ont exposé le corps. Donc c'était de l'action psychologique. Le fait de le traîner, de traîner son corps par terre, dans la boue, de le défigurer, de l'humilier, en fait d'humilier même le cadavre, puisque comme il n'avait pas pu l'humilier de son vivant, il fallait humilier le cadavre et d'aller ensuite l'exposer au village. Après l'assassinat de Robben Oum-Niobé, un événement qui réjouit à la fois Amadou Ahidjo et les autorités françaises, Paris impose à Ahidjo la signature de nombreux accords de coopération. Une fois ces accords ratifiés, le général de Gaulle décide de donner une pseudo-indépendance pour le Cameroun.
Ainsi, le 1er janvier 1960, Amadou Ahidjo annonce l'indépendance du pays. Une indépendance qu'il n'a pourtant jamais réclamée. Camerounais des villes, des villages et des campagnes, nos cœurs battent aujourd'hui ensemble d'un même rythme. Notre drapeau national flotte partout au vent de notre joie. Vive la liberté, vive le Cameroun indépendant. Après cette proclamation, les dirigeants de l'UPC en exil dénoncent ce qu'ils considèrent comme une indépendance de façade. Pour eux, Amadou Ahidjo reste un serviteur des intérêts coloniaux français. Face à cette situation, les militants survivants de l'UPC encore présents au Cameroun lancent des insurrections. Avec le soutien des conseillers militaires français toujours sur place, Ahidjo réprime ces révoltes avec une extrême brutalité. Le 5 mai 1960, après avoir remporté les élections présidentielles, Amadou Ahidjo devient officiellement le premier président de la République du Cameroun. Une fois au pouvoir, il refuse catégoriquement les propositions de négociation faites par Félix Roland Moumié, le nouveau leader de l'UPC, pour mettre fin aux affrontements. Avec l'aide de Jacques Foccart, les dirigeants de l'UPC encore actifs à l'étranger sont éliminés un à un. Parmi eux, le docteur Félix Roland Moumié, empoisonné en novembre 60 à Genève par les services secrets français. Il meurt à l'âge de 35 ans. En 1966, 6 ans après l'assassinat de Félix Roland Moumié, Amadou Ahidjo officialise le monopartisme au Cameroun en instaurant l'Union nationale camerounaise comme parti unique. Cependant, cette même année, il est confronté à une nouvelle menace, le retour de Sendé Afana, un économiste nationaliste, figure influente de l'UPC. Sendé Afana organise des insurrections dans la région de Melundu, exigeant une véritable indépendance pour le Cameroun, le retrait des bases militaires françaises, l'annulation des accords de coopération et la tenue d'élections présidentielles transparentes. Devenu gênant pour le régime, Sendé Afana est traqué par les forces armées camerounaises, accompagné de militaires français. Le 5 mars 1966, il est localisé et encerclé dans une forêt. Bien qu'il parvienne à s'échapper, il perd ses lunettes et ses sandales, ce qui compromet sa mobilité. Le 15 mars 1966, il est de nouveau pris en embuscade par une unité de l'armée camerounaise. Presque aveugle sans ses lunettes, Sendé Afana ne parvient pas à fuir comme ses compagnons. Capturé, il est exécuté et décapité. Sa tête est transportée par hélicoptère à Yaoundé afin que le président puisse regarder le mort dans les yeux. À l'exception d'Ernest Ouandjé, caché dans la forêt et traqué par l'armée camerounaise, plus personne n'ose contester l'autorité du président Amadou Ahidjo et du système France-Afrique imposé par la France au Cameroun. En 1970, unique candidat, Amadou Ahidjo est réélu avec 100% des voix. Dès le début de ce nouveau mandat, Ahidjo décide d'en finir définitivement avec les résistants de l'UPC. Le 19 août 1970, Ernest Ouandjé est arrêté dans le département du Mungo, précisément dans la localité de Mbanga. Il est transporté par hélicoptère jusqu'aux locaux de la tristement célèbre brigade mixte mobile de Konengi à Yaoundé. Ce lieu, connu pour ses salles de torture, est dirigé par le sinistre Jean Fauchivé, un homme de main du régime qui n'a de compte à rendre qu'au président de la République. En novembre 1970, les ambassades camerounaises à Paris et à Londres refusent des visas aux avocats étrangers souhaitant défendre Ouandjé et Monseigneur Ndokmo. Au Cameroun, Ouandjé rejette l'avocat commis d'office par l'État. Face au tribunal, il déclare « Il m'est impossible d'être jugé équitablement. Le gouvernement veut m'éliminer et ce procès est une mascarade. » Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Ouandjé refuse de s'exprimer, qualifiant le procès de simple formalité visant à justifier son exécution. Peu avant Noël, Monseigneur Ndokmo demande la grâce présidentielle, mais Ouandjé refuse catégoriquement de signer un recours. Lorsqu'on lui présente le dossier à plusieurs reprises, il répond un jour à Ahidjo « Prenez vos responsabilités, moi je prends les miennes devant l'histoire. » Le 5 janvier 1971,
Ernest Ouandjé est condamné à mort avec 2 de ses camarades, Raphaël Fauting et Gabriel Tabeu. Le 11 janvier, Jacques Foccart atterrit au Cameroun et informe à Idio que la situation de Ouandjé doit être résolue avant la visite imminente du président français Georges Pompidou. Foccart conclut: je pars à Libreville en attendant que cette affaire soit réglée. Le 15 janvier 1971, la sentence est exécutée. Sur une place publique à Bafoussam, devant une foule rassemblée, Ernest Ouandjé, Raphaël Fauting et Gabriel Tabeu sont exécutés. La mort de Ouandjé marque la fin des oppositions sérieuses au régime néocolonial d'Ahidjo et scelle la disparition de l'UPC véritable. Le régime d'Ahidjo était un régime d'une répression barbare et vraiment sanglante dans tout le Cameroun, pas seulement sur le plan de l'armée. Et ça s'étendait même dans des zones où il n'y avait pas de guerre. On arrêtait les gens, on les enfermait, on les tuait des façons les plus barbares. Le nombre exact de victimes de cette guerre reste sujet à débat. Une chose est cependant certaine. Ce conflit, mené par la France contre des hommes qui ne réclamaient que l'indépendance de leur pays, a fait au moins 200 000 morts. Les hommes, ils devaient les achever, et les femmes, ils ne les achevaient pas. Ils les laissaient mourir comme ça. Max Bardet était accompagné d'un officier de l'armée française. Attendez, ce que voulait voir cet officier qui était avec moi, c'était qu'il n'y ait surtout pas comment dirais-je, de gens qui puissent aller raconter ça et qu'on puisse impliquer justement, comme il y avait encore quelques militaires français, qu'on puisse impliquer la France dans ces affaires-là. Moi, je serais à leur place, j'en voudrais, je serais Moune et j'en voudrais aux Français. Enfin, j'en voudrais aux Français. La guerre du Cameroun, bien qu'étouffée par la France et ses alliés, demeure un chapitre douloureux et significatif de l'histoire africaine. Elle illustre les sacrifices immenses consentis par ceux qui rêvaient d'indépendance et d'un avenir meilleur pour leur nation. Elle nous rappelle également la complexité des luttes post-coloniales, où les aspirations locales se heurtaient aux intérêts des grandes puissances. Aujourd'hui encore, le Cameroun porte les stigmates de ce conflit. Que cette histoire serve de leçon pour les générations actuelles et futures. La quête de liberté est un chemin ardu, mais elle reste une aspiration noble et universelle. Merci d'avoir suivi cette narration. Si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres récits sur l'histoire de l'Afrique.